Nous, c'est l'heure des partis pris des éditorialistes. Routel Krief, je vous en prie, Mathias Bakino aussi. Prenez place, Abnous Chalmani. Alors, Abnous Chalmani, je vous en prie. Oui, je vous presse un tout petit peu, bon, je vous le cache pas. Ruth, ça va ? Très bien. Routel Krief, vous commencez le bazar du 1er mai, je reste poli, du pain, des fleurs, alors que la loi le leur interdit. Boulangers, fleuristes indépendants pourront finalement faire travailler leurs salariés ce vendredi, demain. Alors on peut dire que c'est une décision qui sème un tant soit peu la confusion. En fait, je voudrais commencer ce parti pris par cette expression que j'adore, bread and roses, du pain et des roses. C'est un poème qui a été écrit par l'américain James Oppenheim en décembre 1911. Il s'inspirait d'un discours d'une suffragette qui réclamait du pain pour toutes et des roses aussi. Le pain, c'est la sécurité économique, et les roses, c'est la dignité, l'éducation, la culture, la beauté de la vie. Et c'est aujourd'hui un symbole évidemment de la justice sociale qui ne s'arrête pas à la survie matérielle, mais qui va aussi au droit à l'épanouissement personnel. Eh bien, je voudrais prendre cette expression magnifique, ce poème en fait, mais le prendre au sens littéral et revenir de façon un peu plus triviale sur le 1er mai. Et se dire, le 1er mai, pourquoi pas du pain et du muguet. Et je trouverais en effet normal que demain, on puisse trouver de façon très simple, légale, des boutiques de boulangers et de fleuristes qui ont des salariés volontaires et qui travaillent et qui proposent du pain et du muguet. Mais ce n'est pas sûr, Amélie, ce n'est pas sûr. Et je reviens sur les raisons pour lesquelles ce n'est pas sûr. Vous le savez, le 1er mai, c'est un jour férié et chômé dans le Code du travail. Et les boulangers indépendants et les fleuristes indépendants n'ont le droit de travailler qu'à condition de ne pas employer d'un salarié. En réalité, souvent les boulangeries ouvrent et il y a parfois des salariés. Il y a des fleuristes qui aussi sont obligés d'avoir des salariés. Mais il y a une forme de zone grise dans laquelle, honnêtement, c'est un peu quand même un problème dans un pays développé. Alors, il y a eu un exemple qui a fait Florès, c'est celui du boulanger de l'Aube, qui avait reçu le soutien de 50 000 de ses concitoyens parce qu'ils avaient signé une pétition en sa faveur pour dénoncer les amendes qu'il avait reçues parce qu'il travaillait trop. Et puis en 2024 et 2025, une vingtaine d'établissements ont été verbalisés. Et même Emmanuel Macron a promis qu'il fallait revoir et sécuriser le statut des boulangers, en l'occurrence du 1er mai. Bon, alors a priori, vous me direz, c'est fait, Non. Il y a eu un projet de loi de Gabriel Attal qui a été retoqué. Ensuite, il y a une proposition de loi de Gabriel Attal retoquée. Ensuite, il y a un projet de loi de Sébastien Lecornu pour l'année prochaine. Mais demain, dans l'intervalle, on ne sait pas très bien ce qui va se passer en fait. Parce que ce soir, le Conseil d'État, ça vient de tomber, il y a quelques heures, juge que le gouvernement n'entend pas donner une instruction par laquelle il ferait obstacle au cadre légal actuel autour du travail du 1er mai. Donc, on reste en l'état. Alors que ce matin, Maud Bréjon, la porte-parole, nous avait laissé entendre quelque chose d'autre. On l'écoute. Le gouvernement, quel qu'il soit, ne donne pas de directive à l'inspection du travail. L'inspection du travail est indépendante, elle est construite pour ça. Pour autant, nous, on fait confiance au bon sens. Voilà, on fait confiance au bon sens. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça veut dire que ceux qui auront des salariés demain seront exonérés de cette amende potentielle de 750 € par salarié ? Je crains que non, en l'état actuel des choses. Alors, quels sont les arguments des syndicats ? Oui, un salarié peut être volontaire, mais en réalité ne pas avoir vraiment le choix s'il attend par exemple un CDI, qu'il est en CDD, ou parce qu'il y a une pression de son patron. Ça, moi je l'entends très bien, c'est tout à fait audible comme argument. Il faut donc une volonté réelle et vérifiable du salarié qui par ailleurs double son salaire à chaque fois qu'il accepte de ne pas chômer un 1er mai. L'autre argument, c'est le même que celui du travail du dimanche. On a le droit à un jour sans consommation, sans tentation mercantile, un jour de déconnexion. Cela aussi, c'est audible. Et ce sont les roses du poème. Mais si j'y réfléchis, je me demande vraiment en quoi avoir du pain et des fleurs le 1er mai. Et même si on élargit aux poissons et aux livres, vous voyez, à une poissonnerie, à une librairie, ça entraverait la dignité ou la beauté de la vie. Aujourd'hui, je vous rappelle que les salariés disposent de 11 jours fériés, de plusieurs semaines de congés payés, ce qui n'était pas le cas à l'époque du poème, ni à l'époque de ces manifestations, celle de 1886, pour obtenir la journée de 8 heures alors qu'elle était de 10 ou 12 heures. Et donc, effectivement, on était dans une lutte syndicale très fondamentale. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas aujourd'hui, il y en a 1000. Mais
ça n'est pas la même chose. Deuxième argument, dans notre situation de dette et de si faible croissance, est-ce que ça a un sens d'empêcher ceux qui le veulent, et j'insiste, ceux qui le veulent, de travailler ? C'est pas trivial de rappeler, par exemple, que la vente du muguet dans les boutiques rapporte à elle seule 10 millions d'euros aux fleuristes, soit 1 million de recettes de TVA pour l'État. Les chiffres émanent de la Fédération française des artisans fleuristes. Même raisonnement pour les boulangeries. Et puis, est-ce que c'est pas encore présenter le travail comme une aliénation, alors que tous nos concurrents dans le monde accélèrent et produisent plus, moins cher et plus mal peut-être, et c'est tout le problème, et mettre de par cela en danger notre économie? Est-ce que c'est normal de critiquer ainsi le travail, alors que c'est une valeur qui définit chaque individu, qui participe ainsi à l'harmonie sociale? Hier, le slogan, c'était du pain et des roses pour réclamer le droit au repos. Aujourd'hui, du pain et du muguet, c'est pour réclamer le droit de ne pas se reposer. C'est quand même un peu paradoxal. Et pour tout vous dire, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la remontée du chômage. Pas les 50 000 boulangers et fleuristes qui veulent survivre, employer des salariés volontaires ou se développer. Merci beaucoup. Parti pris de Routel Krief. Votre réaction, Mathias Sabacino, ancien banquier financier, votre regard? Le problème économique de la France, c'est les 364 autres jours et le manque de travail, malheureusement, dans notre pays au global. Ce débat est probablement un débat un peu passé, quelque part. Et le parti pris qui va être le mien ce soir donnera peut-être un éclairage sur l'avenir du travail. Anne-Nous. Non, alors moi je reprends toujours la même antienne, c'est la question de la liberté aussi, de travailler, et il y a rien de mieux que les exemples personnels. Moi, pendant mes études, je travaillais dans un grand magasin. Et le dimanche, on proposait évidemment aux étudiants, donc à ceux qui n'avaient pas d'enfants, de venir travailler le dimanche. C'était payé double et on pouvait rattraper. Alors on me dit mais non, mais ça n'existe plus. Mais j'ai appelé quelques amis qui restent, qui sont encore vendeurs dans des grands magasins, et ils me disent si ça existe encore. Donc je ne sais plus qui croire. Et c'était quand même. Ça me permettait de pouvoir payer mon appartement toute seule, ça permettait une autonomie, et j'étais bien heureuse d'être payée double, et j'acceptais tous les dimanches où je pouvais aller travailler. Et je trouve que l'idée de la liberté, et de tout de suite imaginer qu'il peut avoir qu'une pression quand il s'agit du travail, et que l'employé est toujours victime d'une pression de son patron. Il y a des patrons qui sont des salauds, mais d'autres pas. Et tout ça, ça peut se régler au prud'homme. Et heureusement, on est en France, dans un pays où nous avons accès à la justice, et les prud'hommes fonctionnent très bien, jusqu'à preuve du contraire. Mathias Bacchino, vous prenez la main. Vous nous parlez de ces robots, une nounou d'enfer. Alors je vous laisse raconter, expliquer à nos téléspectateurs et regarder aussi. Alors, on va peut-être montrer une image. Effectivement, il y a eu une annonce d'une entreprise chinoise à propos d'un nouveau robot, Kinetics AI, qu'on voit à l'écran. Ce robot Kai, qui a la grande particularité d'intégrer un réseau neuronal, ce qui lui permet d'apprendre de nouvelles tâches, et donc d'imaginer que ce robot puisse devenir un robot domestique, extrêmement agile, capable de vider vos courses, les ranger, faire le ménage, s'occuper des enfants. Au-delà de la santé mentale des parents qui pourraient être aidés par ce robot, la grande question évidemment qu'on se pose, c'est l'impact de ces robots sur l'économie. Et aujourd'hui, la Fondapol a sorti une étude, donc ce qui me permet de vous dire que les robots, a priori, et c'est mon parti pris ce soir, au-delà d'être une bonne nouvelle pour peut-être aussi les 20% de Français qui n'osent pas se plaindre de leur solitude, est une nouvelle extrêmement importante pour l'économie. Notre économie va dépendre en partie de la taille de ce marché des robots. Et là, on a un grand entrepreneur qui a mis quasiment toute sa fortune sur le fait de construire des robots, qui s'appelle Elon Musk, avec Tesla et Optimus, qui nous a fait une prédiction d'enfer sur l'importance des robots humanoïdes. On peut peut-être écouter Elon Musk donc sur la taille du marché des robots humanoïdes demain. It will have essentially the manual dexterity of a human, so meaning a very complex hand. An AI mind that can navigate and comprehend reality. Optimus will be the biggest product ever. Le plus grand produit jamais créé. Il a même rajouté que ce robot Optimus serait 10 fois plus important que le second produit. Donc,
Goldman Sachs n'est pas d'accord avec lui. On est sur un marché qui est aujourd'hui un marché de l'ordre de 6 milliards de dollars en 2025, qui devrait être de 150 milliards de dollars dans quelques années, donc une très forte croissance, mais néanmoins pas des milliers de milliards de dollars comme le dit Elon Musk. Ce robot Kai vient de Chine. Il vient de Chine parce que la Chine a déposé l'an dernier 1 800 000 brevets, là où les États-Unis en ont déposé 500 000 et la France 50 000. La Chine est en train, nous a assez largement dépassé d'un point de vue technologique, et chez eux, pour le coup, dans leur économie, il y a 2,5 fois plus de robots par employé qu'en France. La Corée du Sud est encore plus avancée puisqu'elle a 5 fois plus de robots par employé que la France. Alors, est-ce que, de manière générale, les robots humanoïdes, on voit qu'en France, on les adopte beaucoup moins vite. Est-ce que les robots humanoïdes vont avoir un bon impact sur l'économie ? C'est la grande question. L'étude de la Fondapol qui est sortie aujourd'hui nous donne des pistes de réflexion de ce côté-là et nous dit que, globalement, si on regarde la croissance économique, les robots humanoïdes devraient avoir un impact très positif. Pourquoi ? Parce qu'ils créent de la productivité sans salaire. Donc, il y a une charge initiale d'achat, mais ils sont déjà compétitifs. Donc, pour la croissance économique, les robots seront indiscutablement un accélérateur de croissance. Pour les finances publiques, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle, puisque plus de croissance veut dire plus d'impôts. Mais il y a un risque, qui est la grande question des robots humanoïdes, à savoir l'emploi. Parce que si l'emploi vacille, les finances publiques vacilleront également. Pour l'emploi, la première chose qu'il faut dire à propos des robots humanoïdes, c'est qu'ils ne remplacent pas des emplois. Ils remplacent des tâches. Et donc, chacune d'entre nous peut et doit, selon moi, faire le diagnostic de son emploi. Quelle est la proportion de tâches qui peuvent être remplacées par un robot humanoïde ? Quand on regarde le passé, l'Organisation mondiale du commerce nous dit que depuis les années 50, c'est à peu près 15% des emplois industriels qui ont disparu à cause des robots, mais 30% qui ont été transformés. Et c'est ça le gros sujet. Le gros sujet, c'est comment les emplois vont être transformés et quels emplois vont être aussi fournis par les robots. Puisqu'il y a en France de l'ordre de 300 000 postes non pourvus. La DARES a publié récemment des données pour nous dire dans quel secteur il n'y a pas d'emploi, justement pourvu, parce que les patrons cherchent, ils ne trouvent pas. Et les données de la DARES, donc on voit à l'écran, nous disent qu'il y a dans ces secteurs-là, le commerce, la santé, le BTP, l'agriculture et l'industrie, des centaines de milliers de jobs à pourvoir par des robots. Donc pour le pouvoir d'achat des gens qui auront encore un emploi, c'est aussi une bonne nouvelle, puisque les robots, créant de la valeur sans coûter en salaire, sont un bouclier anti-inflation. Donc, globalement, ces robots sont plutôt une bonne nouvelle pour l'économie, ça c'est parfaitement clair. La grande question, c'est est-ce que la France veut être du côté de ceux qui les conçoivent et les exploitent, ou veut continuer à les acheter à la Chine en se demandant comment payer ses retraites ? L'une des solutions, évidemment, puisque l'innovation va de plus en plus vite, l'IA, on est encore à peine dedans. Les robots sont déjà là. Et demain, le quantique, l'enjeu, ça va être comment on rémunère celles et ceux qui n'auront plus de boulot. Pour ça, une idée a émergé de la tech, je vous la soumets ce soir, c'est une taxe sur l'utilisation de l'IA. Puisqu'ils ne veulent pas taxer les robots eux-mêmes, ça viendrait freiner leur adoption, mais ils proposent ce qu'on appelle la token tax, qui viendrait alimenter un fonds de revenus universel. C'est porté par Elon Musk et Sam Altman, c'est porté par Bill Gates depuis 40 ans, et c'est une solution qui pourrait être réelle pour apporter un revenu universel après que les robots auront occupé une grande partie de nos emplois. La Fondapol nous rassure, c'est pas pour tout de suite. C'est absolument passionnant. C'est vraiment passionnant. Et c'est aujourd'hui, c'est pas demain, après-demain, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et on voit à quel point on est décalé par rapport au débat du 1er mai. Vous voyez, c'est délirant. C'est-à-dire que là, on est sur les robots, et là, on est à se demander si on peut ouvrir une boutique. Donc, on a un décalage terrible dans lequel nos débats sont complètement datés et décalés. J'ai coutume de dire que le bateau coule et qu'on discute de la couleur des rideaux.
Juste très rapidement, tout ça est passionnant et on ne désinvente pas la roue, donc c'est aujourd'hui et ça sera demain. Mais pour ce que ça soulève comme question éthique et philosophique, je conseille à tout le monde ce week-end de se plonger dans cette série extraordinaire qui s'appelle Battlestar Galactica, et où vous avez des Cylons, des humains et la fin du monde. Et tout ça est beaucoup plus complexe, comme tout ce qui est passionnant est beaucoup plus complexe et ni noir ni blanc. Donc ça vous fera passer un excellent week-end. Battlestar Galactica. Un jour férié. Vous allez prendre la main dans un instant. Je rappelle juste votre livre, Mathias Bacchino. Prenez votre argent en main aux éditions Michel Lafon. Merci, c'était passionnant. Alors, Avnouch Chalmani. La Suisse veut 10 millions d'habitants, pas plus. C'est l'obsession de l'exception suisse à guichet fermé. Mais oui, 10 millions, pas un de plus, c'est rond, c'est net, c'est propre, comme la Suisse, propre, ordonnée, avec ses montres qui tournent à la perfection et ses trains qui n'ont jamais de retard, et c'est 9 millions d'habitants jusqu'à aujourd'hui, et pas un de plus. Je sais, c'est facile, mais c'est tentant. Le 14 juin prochain, les Suisses voteront pour décider si leur pays doit inscrire dans la Constitution, c'est pas n'importe quoi, un plafond de 10 millions d'habitants d'ici 2050. Bon, je pourrais m'arrêter là parce que c'est totalement délirant, c'est une limite, un chiffre, une frontière qui est ni géographique ni douanière, mais démographique. Je vais encore filer la métaphore facile, mais c'est tentant. Le pays qui a inventé le couteau pour tout faire décide qu'il n'y a plus de place à table pour tout le monde. Alors oui, bien sûr, je comprends cette angoisse. On va pas non plus tomber dans l'indignation facile. La population suisse a augmenté de 25% depuis l'an 2000 et les conséquences sont réelles. Vous avez les loyers qui flambent, les hôpitaux qui débordent, les rues qui saturent. Les partisans de l'initiative estiment que l'immigration trop élevée entraîne une pénurie de logements et des loyers excessifs. Et tout ça est vrai. Ce sont des réalités que les gens vivent dans leur chair, dans leur portefeuille, dans leur quotidien, de ne pas les balayer d'un revers de la main et rentrer tranquillement chez soi en disant xénophobie et se féliciter d'être du bon côté et se contenter de bonne conscience. Ce n'est pas suffisant, sinon on ne serait pas là en train de parler. Mais voilà, il y a un problème avec ce chiffre magique, il n'explique rien, il ne résout rien, il ne fait que nommer une peur. 10 millions et pourquoi pas 9,8 millions et pourquoi pas 11 millions. Vous allez me dire c'est suisse, il faut que ça soit rond, d'accord. Alors je me demande, mais qui a eu cette idée, qui a sorti sa règle, qui a sorti son compas existentiel, puis décrété que c'était là précisément que s'arrêtait la civilisation helvétique. Alors les critiques disent que et ça je trouve c'est vraiment la plus juste, que j'ai lu de plus juste, que la proposition simplifie à l'extrême une question infiniment complexe. Et c'est ça. C'est que un chiffre, ça ne dit pas qui, ça ne dit pas quoi, ça ne dit pas comment, ça dit juste stop. Et stop, c'est pas une politique. Et par rapport à un sujet qui quand même concerne pas seulement l'Europe, on a tendance à dire à l'Occident, mais les questions d'immigration, c'est aussi en Amérique latine, c'est aussi en Afrique. Je voyais en Afrique du Sud le rejet de l'immigration nigériane. Il y a des chasses aux Nigérians en Afrique du Sud, c'est aussi une réalité. Et donc un stop, ça ne veut rien dire. C'est vraiment une panique habillée en démocratie directe. Et ça, c'est toujours un petit peu flippant. Alors, je vous rappelle aussi que la Suisse compte environ 30 personnes dans sa population de personnes nées à l'étranger. Alors, ce sont des infirmières. 30%. C'est énorme, 30%. Oui, comme vous avez dit, 30%, c'était pas énorme du coup. Oui, c'est 30%, ça devient... De personnes nées à l'étranger dans sa population, ce sont des infirmières et des médecins dans les hôpitaux de Zurich, des ingénieurs dans les laboratoires de Bâle, ils sont très nombreux, des chercheurs qui créent un meilleur avenir, des entrepreneurs ambitieux, des retraités riches et même des maçons qui construisent des immeubles dont les Suisses ont tellement besoin aujourd'hui. Alors les opposants à l'initiative, c'est une alliance entre plusieurs partis, dont la droite, ce qui s'appelle la droite économique. Il faut des bras, ils disent, il faut des talents, et qu'une restriction brutale empêcherait de recruter la main-d'œuvre étrangère nécessaire au vieillissement démographique. On y est, le vieillissement démographique, ça touche tout le monde et on va pas s'en sortir sans ces mouvements de population qui permettent d'équilibrer économiquement et même socialement le tissu social d'un pays. Ça aussi, c'est la réalité. Et puis il y a l'Europe. Forcément, ça va remettre en cause ce que la Suisse a signé avec l'Europe, parce que si ce référendum passe, comme le dit le Conseil fédéral suisse lui-même, l'Union européenne, on est déjà en temps d'incertitude, et on va rajouter de l'incertitude, parce que qu'est-ce qui se passerait? C'est que 2 ans après le vote de ce référendum, si la population dépasse les 10 millions, la Suisse devra mettre fin à l'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE. Et pour la Suisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire une catastrophe économique. C'est-à-dire que la Suisse n'est ni dans l'UE, ni l'euro, mais par contre, elle échange sévère avec l'UE. Elle a ses exportations, ses services, sa réputation de partenaire fiable, prévisible, ouvert. Donc, je veux dire, aujourd'hui, si même la Suisse n'est plus fiable, prévisible et ouvert, on est franchement
on est franchement mal. Donc maintenant, cette loi, elle se présente, et ça c'est intéressant, j'ai regardé comment est-ce qu'il la vendait, elle se présente avec les meilleures intentions du monde, durabilité, environnement, qualité de vie. Et l'initiative référendaire s'intitule, je cite, l'initiative pour la durabilité. C'est quand même d'aller titiller, trop nombreux, on s'en sort pas, et c'est vraiment, ils mettent l'accent sur l'environnement et sur le partage. Alors, que disent les Suisses pour l'instant d'après les sondages? Une courte majorité se dit favorable à cette initiative, mais le soutien progresse. Alors c'est pas une vague, c'est pas un raz-de-marée, mais c'est peut-être pire. C'est une petite fissure de rien du tout. C'est une inquiétude, mais une inquiétude réelle qui cherche une réponse. Et ça, c'est le vrai danger, que des inquiétudes légitimes trouvent pour seule réponse un chiffre arbitraire gravé dans le marbre constitutionnel. Et ça aussi, c'est grave, parce que la Constitution, c'est une chose importante, et quand on y grave quelque chose, ça veut dire évidemment quelque chose pour longtemps. Et je pense que la Suisse mérite mieux qu'un plafond, comme d'autres pays. Elle mérite une politique sur le logement, sur les infrastructures, l'intégration et la formation, des mesures ciblées, comme le dit son propre gouvernement. Donc, qu'attend-il pour mettre sur la table un vrai programme? Une société vivante, ça se gère pas comme une liste d'invités à une soirée VIP. Elle se construit, se discute, se dispute pour parvenir à un compromis. Et parfois, il arrive que ce soit ceux qu'on ne voulait pas laisser entrer qui la sauvent. Je dis pas du tout ça pour moi, mais parfois c'est vrai. Alors, qui veut réagir? Allez-y, Ruth. Non, mais c'est vrai que c'est tout à fait. Alors, c'est la préoccupation de cette planète qui va exploser parce qu'on est trop nombreux, et c'est une grande préoccupation écologique que j'entends, qui est l'éco-anxiété d'un certain nombre de jeunes qui ne veulent pas faire d'enfants ou qui s'inquiètent là-dessus. Mais c'est vrai que fixer un chiffre arbitraire comme ça, c'est une forme tout à fait nouvelle de gérer son anxiété. Exactement. C'est de mettre un chiffre et un plafond au lieu de pouvoir évoluer et s'adapter. En réalité, on est des bêtes qui s'adaptent. C'est ça l'être humain. Mathias Pachi. La grande question, c'est est-ce qu'ils incluent les robots dans les 10 millions? J'adore. Mais est-ce qu'ils ont une nationalité, les robots? Ah oui, est-ce que les robots ont une nationalité? Ce sont des migrants, ils sont immigrés, ils sont... Quelle catégorie pour les robots? Quelle est leur identité? Ont-ils des droits? Ont-ils des droits? Battlestar Galactica, c'est bien ce que je dis, regardez cette série, Ça s'appelle Boucler la boucle, c'était parfait. Merci beaucoup à tous les trois.